Il arrive que les chiffres nous parlent de la fin d'un monde. En 1900, on dénombrait 315 000 orang-outans sur les îles de Sumatra et Bornéo. Ils ne sont plus que 45 000 à 70 000 sur la première et 7 500 sur la seconde. Chaque année, 1000 d'entre eux disparaissent. L'espèce est en danger critique d'extinction. C'était un jour de brumes et de pluie, un jour ordinaire quelque part sur l'île de Sumatra en Indonésie. Un de ces jours où la jungle se rend moins accessible, oppresse, fait obstacle au pas du visiteur. Ce jour-là, un jeune primatologue, David Della Torre, tente de retrouver Ratna, une femelle orang-outan qu'il étudie depuis des mois. Ratna élève un enfant né quelques semaines auparavant. Au lieu de Ratna, ce sont deux macaques crabiers et un langur aux cheveux ébouriffés qui observent le biologiste. Puis un orang-outan, qui n'est pas celui qu'il cherche. David Della Torre braque alors son objectif vers une forme qui bouge, à proximité. C'est bien Ratna, et ce qu'elle mâche, ce sont les restes réduits en lambeaux de son enfant mort. À cet instant, David Della Torre se rend compte qu'il filme des images exceptionnelles, uniques au monde. Parfois, Ratna passe la dépouille de son petit autour de son cou, comme on le ferait d'une parure. Regarde ça. Elle prend des lambeaux de son bébé mort et elle les mélange avec des termites. En plus de 40 ans de recherche, on n'a jamais vu ça. C'est très intriguant, ça me trouble. Demain, je veux retrouver Ratna et vérifier où elle en est. David sait qu'il vient de faire une découverte majeure. Jamais aucun autre scientifique n'a observé, ni a fortiori filmé, de comportement cannibale chez les orang-outans. Le comportement de Ratna défie l'entendement. En effet, chez les orang-outans, la mère et son enfant forment un couple fusionnel. Le petit est ce que la mère a de plus précieux. Elle n'en verra naître que 3 ou 4 pendant toute sa vie. La gestation dure 245 jours. Les jeunes orang-outans restent accrochés au dos ou au ventre de leur mère pendant plus de 2 ans et demeurent proches d'elle pendant 1 an de plus. La mère du jeune orang-outan lui enseigne la tendresse, le jeu, la botanique, les secrets de la forêt. À eux deux, ils constituent l'unité sociale de base. Les mâles, reconnaissables à leur bas-jour ou au cuir tanné de leur face, mènent leur propre vie de baroudeurs, libres de toute attache.
Ratna et son bébé ne faisaient qu'un. Comment celui-ci est-il mort? Pourquoi a-t-elle mangé sa chair? Ces questions hantent désormais David de la Torre. Il pressent qu'elles touchent aux raisons mêmes de l'extinction des orang-outans. Le scientifique revient à Bukit Lawang où vit Ratna, dans l'espoir de comprendre ce qui s'est vraiment passé au plus profond de ce sanctuaire. Les forêts de Bukit Lawang se situent au nord de l'île de Sumatra. Elles font partie d'un ensemble plus vaste, le parc national de Gunung Leuser, l'un des deux seuls endroits, avec Bornéo, où l'on puisse encore contempler des orang-outans. Malgré de nombreux empiètements des exploitations agricoles sur le parc national, chaque fois tolérés par le gouvernement, la végétation de Gunung Leuser semble convenir aux gibbons agiles, aussi bien qu'aux macaques. À Bukit Lawang, Ratna n'a pas à côtoyer les dévastations quotidiennes qui réduisent les forêts asiatiques. David de la Torre doit tout faire pour comprendre ce qui a pu motiver le comportement aberrant de Ratna. En effet, ce qui a pu la pousser à bout peut aussi bien conduire d'autres mères à commettre le même acte. Pour le primatologue, Ratna est devenu un symbole, l'incarnation des maux qui poussent les orang-outans vers l'extinction. Alors, face à une femelle qui se dresse dans cette posture qui fit passer les orang-outans pour des hommes, leur nom signifie d'ailleurs « homme de la forêt » en malais, David tente de reconstituer ce qu'a été la vie de Ratna. Ratna a d'abord vécu dans une forêt peuplée de macaques, de gibbons agiles et d'autres primates, jusqu'au jour où, dans un fracas d'enfer, son monde s'est écroulé. Alors que 80% des forêts primaires d'Asie du Sud-Est se trouvent en Indonésie, la déforestation y demeure intensive. Depuis 1950, 70% des forêts ont disparu. Les arbres sont débités légalement ou illégalement au sein même des parcs nationaux pour alimenter les pays occidentaux en bois d'ameublement, matériaux de construction ou pâte à papier. Dans ce processus, les orang-outans en déshérence sont tués. Les bébés sont conservés comme animaux domestiques. C'est ainsi que Ratna fut retrouvé, confisqué et confié à une organisation chargée de la réadapter à la vie sauvage. L'une de ces organisations intervient à Sepilok, sur l'île de Bornéo. 60 à 80 orang-outans orphelins en moyenne y sont recueillis, soignés et réadaptés à la vie sauvage, quand ils en sont encore capables. Nous avons déjà pris en charge le jeune orang-outan. Préparez-vous. Ratna a vécu exactement la même expérience que ce jeune orphelin mâle nommé Tambi. Comme lui, elle a connu l'angoisse de vivre en cage, au ras du sol. Elle, dont l'espèce ne se meut en principe que dans les cimes et n'en descend qu'exceptionnellement.
Ok, 11,65 kg. Un examen de santé approfondi est mené sur Tambi. Il arrive en effet fréquemment qu'au contact de ceux qui les ont capturés, les orang-outans contractent des maladies infectieuses humaines. Vient enfin l'instant du bain antiparasitaire. Pour les bénévoles et les orang-outans, un instant d'intimité dont il faudra bien vite se déshabituer, car Tambi, comme ses congénères, est là pour redevenir sauvage. Pour se réinsérer dans la nature sauvage, il faut du courage et de l'entraînement. À Sepilok, un programme intensif vise à débarrasser les animaux de leur attachement aux hommes et à les rendre de nouveau curieux de la nature d'où ils ont jadis été chassés. Certains orang-outans que la vie a meurtris ont perdu leurs instincts. Ils demeureront dépendants des hommes, incapables d'évoluer et de se nourrir par eux-mêmes, trop angoissés pour s'élancer de nouveau à la conquête des cimes. Ratna, elle, a bien regagné la forêt. Elle y a donné naissance à un petit, signe de son adaptation à l'environnement où il a été relâché. David Delatorre cherche toujours à comprendre. Ça pourrait être un facteur, aussi bien que 100 facteurs différents. En fait, c'était peut-être un problème de malnutrition, en quelque sorte. Chez d'autres mammifères, il peut arriver que la famine conduise des individus au cannibalisme. C'est une situation extrême, peu probable à Bukit Lawang, où les orang-outans et autres primates disposent de tous les fruits qui constituent le régime alimentaire du plus gros mangeur de fruits de la forêt. Mangue, litchi, jac, mangoustan, figue, qu'assaisonnent parfois des bourgeons, des termites ou des vers. Non, décidément, il suffit de voir les orang-outans se gaver de fruits pour éliminer l'hypothèse de la pénurie alimentaire. Je ne sais pas, mon vieux. C'est troublant parce que j'ai parlé à d'autres chercheurs au sujet de ce cas de cannibalisme. Ils n'ont jamais rien vu ou entendu quoi que ce soit de pareil. C'est peut-être le stress. C'est peut-être que toutes ces mères captives sont de mauvaises mères.
En captivité, elles ne peuvent pas savoir comment devenir de bonnes mères. Et si, en effet, sa période de captivité avait privé Ratna de ses instincts maternels? Dans ses archives, David retrouve la liste des petits auxquels Ratna a donné la vie. Ils sont tous morts. David de la Torre se rend bientôt compte que sa théorie, la perte de l'instinct maternel, ne tient pas. En effet, une autre femelle de Bukit Lawang, Mina, a vécu exactement le même destin que Ratna. Pourtant, elle assume sans faille ses responsabilités maternelles envers son bébé Suma. Se pourrait-il alors que Ratna ait été relâchée trop tôt dans la forêt, sans avoir eu le temps de se stabiliser, de se réconcilier avec ses instincts sauvages? L'exemple de Tambi et de ses congénères de Sépiloque montre à quel point il est difficile de repasser de l'état domestique à l'état sauvage. Une équipe de spécialistes de la réhabilitation des orang-outans va mettre en œuvre au bénéfice de Tambi et de ses congénères les techniques et méthodes élaborées par les plus grands spécialistes de l'espèce. On évalue prioritairement la capacité de Tambi à regagner son milieu naturel, la canopée. À l'inverse des chimpanzés ou des gorilles, les orang-outans répugnent à arpenter le sol. Il faut rendre à Tambi le goût des altitudes. Il apparaît vite que Tambi ne sera pas un apprenti docile. Entre les cimes où l'attend la solitude qui sied à son espèce et le sol où les hommes pourvoient à tous ses besoins, son choix est vite fait. Le temps passe. Jour après jour, les bénévoles et les experts du sanctuaire tentent de réduire la dépendance des orang-outans et de les rendre plus autonomes. Ce jour-là, Tambi doit montrer son aptitude à redevenir un orang-outan fier, solitaire et dédaigneux des hommes. Ses professeurs sont consternés. Ils minaudent, se prélassent près d'eux, s'immobilisent, refusent de se propulser vers sa nouvelle condition. Vient enfin le jour où Tambi finit par trouver plus d'attrait à la liberté des cimes qu'aux rebuffades des hommes. Les notes qu'il a prises quand Ratna a été libéré montre à David de la Torre que la femelle était bien prête à ce moment-là à affronter la forêt. Le scientifique récapitule les hypothèses de travail que sa réflexion a réduites au néant. Il demeure une hypothèse qu'il faut à présent explorer. Le sanctuaire de Bukit Lawang dépend en particulier des ressources que lui procure le tourisme. Un tourisme dont les effets peuvent se révéler dévastateurs sur les orang-outans. En effet, quand les personnels de Bukit Lawang nourrissent les orang-outans sur une plateforme avant leur réhabilitation, il suffit de tourner la tête pour découvrir la présence perturbante de visiteurs venus du monde entier. Un jour,
l'omniprésence des touristes fit perdre la raison à Mina, que nous avons vue si bonne et douce mère avec son bébé sous main. Elle agressa l'un d'eux avec violence et le dévalisa. Pour elle, le stress lié à la présence de ces étrangers devenait intolérable. Que se passe-t-il vraiment dans l'univers des orang-outans et au fond de ce qu'on peut peut-être appeler, tant ils sont proches de l'homme, leur conscience? Une femelle, Ratna, a mangé les restes de son bébé mort. On sait à présent qu'un autre cas s'est produit entre-temps, avec une femelle nommée Edita. Dans les deux cas, on ignore comment les bébés sont morts. On ne peut exclure qu'ils aient été tués par leur mère. Est-ce le signe que les orang-outans se sentent désormais étrangers à notre terre? Est-ce le dernier signal d'alerte qui prélude à leur extinction? Les orang-outans constituent une espèce ombrelle, ce qui signifie que leur disparition impliquerait celle d'un grand nombre d'espèces dont les besoins écologiques sont les mêmes que les siens ou dépendent des siens. Parmi eux, des langurs, des macaques, des gibbons et, à Bornéo, des nasiques. La disparition des orang-outans ne signalerait pas seulement la mise en danger des primates qui partagent son habitat, mais aussi de plusieurs dizaines d'espèces de petits mammifères, 5 espèces de calao, des centaines d'espèces d'insectes, d'arbres ou de plantes. Rares sont les espèces pour lesquelles les forces qui conduisent à l'extinction sont aussi puissantes. Entre la Deuxième Guerre mondiale et le XXIe siècle, la population d'orang-outans de Sumatra a diminué de 30% et celle de Bornéo de 50%. À Bornéo, la population résiduelle ne représente plus que 14% de celle de 1950. Pour évaluer ces populations, les hommes disposent de techniques fondées sur une étrange habitude des orang-outans, celle qui consiste pour eux à dormir dans un nid qu'ils construisent à la cime des arbres et qu'ils reconstruisent ailleurs chaque soir. Cette équipe a pour mission de compter et de géolocaliser les nids. Les nids apparaissent comme des taches brunes sur le verre de la canopée. Chaque soir, quelques minutes suffisent à l'orang-outan pour casser des branches qu'il transporte autour de son cou. Puis il construit à près de 20 mètres du sol un nid fait de branches, de lianes, de brindilles et de feuillages assez rembourrés pour que ses fesses dépourvues de callosité ne s'écorchent pas. En évaluant le taux de désagrégation des nids, on obtient le nombre d'animaux présents dans la zone.
Les chiffres obtenus lors des comptages de nids à Sumatra, aussi bien qu'à Bornéo, sont préoccupants. Un homme, cependant, pense que certaines populations peuvent avoir été oubliées. Ce scientifique indonésien se nomme Nardiono. Il s'est rendu l'année précédente dans une zone reculée du Kalimantan, la partie indonésienne de l'île de Bornéo. Il y a recueilli des témoignages relatifs à des orang-outans non répertoriés, d'une couleur sombre. Certains lui ont parlé d'orang-outans noirs. Nardi a décidé d'organiser une expédition pour tenter de retrouver, si elles existent vraiment, ces populations oubliées. La première partie de l'expédition vise à retrouver Tewet, un vieil homme qui aurait vu les orang-outans noirs. Tewet est un témoin essentiel. C'est lui qui pourra guider l'expédition. Pak Tewet. Pak Tewet. Monsieur Tewet, à quel endroit avez-vous vu ces orang-outans? C'était par là. Par là? Oui. Par là. Vous êtes sûr? Oui. L'équipe va longer la côte orientale de Bornéo, le long du détroit de Makassar. Une partie du trajet se fera en remontant fleuves et rivières. On prépare le matériel scientifique. Tewet a tenu sa promesse. Il est là, déjà prêt, au poste d'embarquement. L'expédition peut enfin s'élancer pour une quête presque mystique à la recherche de ces hypothétiques orang-outans noirs. Peut-être une simple légende. Nardi et ses compagnons s'enfoncent de plus en plus profondément dans les forêts humides de la 4e plus grande île du monde. À défaut de pistes, ils navigueront sur la rivière Marang et continueront leur quête à pied. Un camp de base a été installé par des éclaireurs. On achève de mettre en place les tentes destinées à abriter de la pluie, le matériel et les hommes. C'est par là. D'après la carte, la zone dont vous parlez ne borde pas la rivière. Elle ne borde pas la rivière, n'est-ce pas? Non, en effet. Nardi et ses hommes jalonnent leur parcours de points répertoriés grâce à un système GPS. Ils doivent relever avec précision toute trace de la présence d'orang-outans dans la zone, une forêt primaire rarement explorée. Au bout de plusieurs kilomètres à travers la jungle, Nardi remarque enfin des nids desséchés. Des orang-outans sont bien passés par là, mais rien n'indique qu'il s'agisse d'un groupe ayant échappé jusqu'alors au recensement.
29,8. Pendant cette expédition, dont le monde découvrira bientôt l'importance, chaque détail est enregistré. Nardi fait un travail de naturaliste méticuleux et exhaustif. C'est un typhonium. Les orang-outans adorent son fruit. C'est un arbre encore jeune. On voit que des orang-outans ont arraché des fruits. C'est l'un de leurs fruits préférés. Celui-là a été pelé. Ils adorent vraiment ça. C'est vraiment délicieux. Encouragés par ces signes favorables, Nardi et ses hommes poursuivent leur chemin à travers la jungle. À ce stade, cependant, ils n'ont aucune certitude sur l'existence des mystérieux orang-outans noirs. Nous avons trouvé plusieurs nids aujourd'hui. Demain, nous irons dans une autre direction pour multiplier nos chances. Et peut-être trouverons-nous des orang-outans en chair et en os. Espérons-le. À 2500 km de là, David de la Torre déroule 100 fois dans sa tête le scénario qui a pu conduire Ratna à dévorer son petit. Dans les images qu'il a accumulées en l'observant, il cherche en vain des signes avant-coureurs, des indices. Puis, accompagné du meilleur ranger de Bukit Lawang, qui l'a assisté tout au long de ses recherches, David reprend sa quête. Dès qu'un orang-outan fait frémir la canopée, le jeune primatologue espère apercevoir Ratna et son cœur bat, car il sait depuis peu qu'un observateur aurait entrevu la femelle. Elle aurait donné naissance à un nouveau bébé. Pour Nardi et ses compagnons, le jour suivant sera perdu. La pluie ne cesse de tomber. Ils ne peuvent que classer les échantillons et mettre au propre les notes recueillies la veille. Enfin, les conditions climatiques permettent de progresser de nouveau à travers la jungle imbibée d'eau. Quand Tewet, le témoin en qui Nardi a mis toute sa confiance, s'immobilise et pointe le doigt vers le sommet d'un arbre, les membres du groupe espèrent avoir enfin atteint leur but. Hélas, ils déchantent aussitôt. Il ne s'agit que d'un orang-outan roux de la variété ordinaire, et non d'un de ces individus aux poils sombres encore jamais répertoriés. Enfin, au bout de quelques heures, Nardi lui-même fait la découverte qui, les jours suivants, figurera à la première page des journaux scientifiques du monde entier.
C'est un très gros orang-outan mâle. Il mange des fruits et notre présence le met en colère. Il casse des branches pour nous intimider. Mais on ne va pas se laisser impressionner. Ne bougeons pas de là. Il continue de manger son fruit. Il adopte une posture confortable. Il commence à bouger. Pendant les jours qui suivent, Nardiono va comptabiliser 219 nids. La presse parlera d'une population de plusieurs centaines d'individus. Ces animaux, plus sombres, ont été chassés de leurs forêts ancestrales à la fin des années 1990 et ont su s'adapter à un nouveau cadre de vie dans cette région inaccessible. Se pourrait-il que tout ne soit pas perdu pour les orang-outans? Alors, as-tu vu Ratna dernièrement? Pas exactement. Ça fait un bout de temps. Un long moment. Mais à ce moment-là, quand tu l'as vue, tout allait bien avec le bébé? La dernière fois qu'on l'a vu, le bébé était en bonne santé, dans les bras de sa mère. Et parmi d'autres mères orang-outans, avez-vous détecté des indices de cannibalisme ou quoi que ce soit de ce genre? Non, rien de tel. Rien de ce genre-là. Bien. Mais je veux encore essayer de la trouver. Je voudrais l'observer, m'assurer que tout est en ordre. D'accord, c'est bon. Les orang-outans sont souvent dans ce coin, mais on voit moins d'épluchures de fruits. Ça peut signifier qu'ils se sont déplacés. Ils se ravitaillent ailleurs. C'est quoi? Quelque chose bouge. Est-ce que... Je suis pas sûr. Est-ce que c'est... Non, juste un écureuil ou quelque chose de ce genre. David n'en démordra pas. Il tient par-dessus tout à retrouver Ratna. Pour lui, elle symbolise le destin des orang-outans. Il est peut-être trop tard pour sauver l'espèce. Cependant, des signes favorables se multiplient. Voici un village que les orang-outans chassés de leur forêt prennent régulièrement pour cible. Ils y trouvent les fruits, les graines, le maïs, que leur territoire détruit ne peuvent plus leur fournir. Pour certains de ces villageois, la réponse est au bout du fusil ou de la lance patiemment affûtée. Cependant, Anne et Ricardo, qui représentent une grande organisation de protection des orang-outans, observent que de plus en plus souvent, les villageois répugnent à tuer. Il arrive même que certains regrettent de l'avoir fait. Tulang, t'es là? On veut savoir où sont les restes d'un orang-outan que tu as capturé. Qu'est-ce que t'en as fait? Je les ai enterrés. Où? Par derrière. Où exactement? Ici? C'est quelle partie du corps? Le bras. C'est le bras? Ouais. Cet humérus est très caractéristique des orang-outans. Ils ont de longs bras. Ils s'en servent parfois pour manifester leur agressivité. Il y a encore de la chair attachée à l'os, ce qui prouve qu'il n'a pas été enterré depuis très longtemps.
Des orang-outans tués par les villageois, on ne retrouve généralement que les os. Leur chair est le plus souvent consommée, comme en Afrique celle des gorilles ou des chimpanzés. Le travail d'Anne et Ricardo consiste à convaincre ces villageois dont les récoltes sont dévastées par des orang-outans que ces derniers sont aussi des victimes. Réduits à la famine par la destruction de leurs forêts, ils n'envahissent les potagers et les vergers des hommes que pour survivre. Mais surtout, Anne et Ricardo tentent de réveiller chez les villageois un sentiment de fraternité avec ces créatures que leurs ancêtres appelaient les hommes de la forêt. Si les orang-outans n'ont plus de territoire, c'est principalement parce qu'on rase leurs forêts, aussitôt remplacées par des plantations de palmiers à huile. Cette plante, croyait l'Occident, devait contribuer à sauver la planète en permettant la production de biocarburants. Au lieu de quoi, elle a avant tout provoqué la perte des orang-outans. Le fruit du palmier est gorgé d'une huile qui représente la moitié de sa masse. Il se présente sous forme de grappes de 40 à 50 kg, facilement produites à faible coût. À eux deux, la Malaisie et l'Indonésie produisent 80% de l'huile de palme du monde. Pour cela, des millions d'hectares de forêts primaires ont été remplacés par des plantations, lesquelles encerclent jusqu'aux parcs nationaux. Aucune culture traditionnelle ne peut rivaliser avec le rendement du palmier à huile. L'exploitation de l'huile de palme sous forme de biocarburant a constitué l'un des pires effets pervers du sentiment de culpabilité des hommes envers leur planète. Pour réduire la consommation de carburants fossiles, on a favorisé ce produit grâce auquel les automobilistes croyaient mettre un peu de nature dans leur moteur. En réalité, c'est la sève même des forêts asiatiques qu'on a pompée pour ce nouveau combustible. De plus, l'huile de palme s'est glissée dans les produits de notre vie quotidienne. Nos aliments et ceux de nos animaux domestiques, les produits cosmétiques que nous appliquons sur notre corps, nos produits d'entretien en contiennent. Nous en consommons à chaque instant, le plus souvent sans le savoir. Cependant, les consommateurs, alertés par les médias et en particulier par la télévision, ont compris que le plus banal des actes de leur vie influe à l'autre bout du monde sur l'avenir des espèces en danger. Face à ces images, où la forêt vierge résiste encore à l'emprise de l'homme, les citoyens du monde prennent conscience de leurs responsabilités. Quelque part en Indonésie, en dépit des licences d'exploitation forestière accordées sans mesure aux industriels du palmier à huile, quelques hommes veulent contribuer à sauver leur forêt. Elles sont de plus en plus nombreuses, les organisations non gouvernementales qui se fixent la reforestation pour objectif. Leurs moyens sont dérisoires, comparés à ceux des industriels et aux enjeux financiers. Ces hommes replantent des arbres que leurs enfants verront peut-être grandir. Par quelle cruelle ironie faut-il qu'ils le fassent sans le savoir, au pied même d'une forêt primaire qui sera rasée quelques semaines plus tard? Depuis un mois, cette forêt est devenue propriété d'un groupe industriel de production de pâte à papier. Une prise de conscience s'accomplit malgré tout, lentement, qui peut encore sauver les orang-outans.
Les nouvelles technologies sont mises au service de la préservation de l'espèce. Tambi, le jeune orang-outan de Sepilok, va bientôt être relâché dans un sanctuaire, comme le fut jadis Ratna. L'animal est immobilisé en vue d'une anesthésie. Un numéro d'identification lui est attribué, qui sera tatoué sur sa peau. Cette seringue contient une petite capsule, en réalité un micro-émetteur électronique doté d'une puce. Ce dispositif contient toutes les données d'identification de Tambi. Il est placé sous la chair, près de l'oreille. Il suffit de passer un capteur sur son crâne pour prouver son identité. Bien. Son numéro est 00 0121 1 CC8. Parfait. Tout fonctionne correctement. Encore quelques heures de sommeil avant le grand jour. Tambi, encore un peu groggy, est conduit jusqu'au cœur de la forêt où il vivra désormais. La puce électronique est bien là, définitivement fixée sous la chair. Bientôt, c'est du haut d'un arbre que Tambi contemple ses sauveurs qui s'éloignent. Leur plus grand espoir est qu'ils n'en redescendent plus. David de la Torre a repris sa longue marche à la recherche de Ratna. Plusieurs mois se sont écoulés depuis la découverte qui l'a rendu célèbre dans le monde scientifique. David a prouvé que la douleur liée à la pression des hommes, à la promiscuité, à la perte du territoire et des points de repère, provoquait désormais dans le comportement des orang-outans des dérèglements sans précédent. Il a montré qu'un stress intolérable peut les conduire au cannibalisme. Regarde, je vois quelque chose qui bouge dans cet arbre. Attends, il y a vraiment quelque chose. Oui, c'est Ratna. Tu es sûr? Oui, et elle a son bébé.
David de la Torre put ainsi établir qu'après avoir perdu plusieurs petits et dévoré le dernier, Ratna est redevenue une mère tendre et attentive. Ainsi s'achève l'histoire d'une femelle orang-outan qui, à elle seule, incarnait le destin de toute une espèce.